Salut à tous, bienvenue sur Pluton Football, je suis Jason Odell. Salut à tous, je suis Guillaume Cotter. On se retrouve aujourd'hui, cette semaine plutôt pour un nouvel épisode. Notre invité aujourd'hui est Michel Pont. Fort de ton parcours en tant qu'entraîneur assistant de l'équipe nationale suisse durant 13 ans, de 2001 à 2014, tu as également été joueur et entraîneur, notamment entraîneur de Lugano, entraîneur adjoint du Servette FC. Michel, bienvenue sur Pluton Football. Bonjour à tous, bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité et de passer une bonne petite heure ensemble. J'aimerais commencer tout simplement par te remercier d'être avec nous aujourd'hui pour cet épisode. C'est vraiment avec grand plaisir pour Guillaume et moi. Et tout de suite attaquer le sujet. Donc, tu es originaire de la ville de Carouge, à Genève, sauf erreur, où tu y as joué, mais également entraîné. Ton amour pour le football, où est-ce que tout a commencé? Est-ce que tu peux nous raconter? Ça a commencé derrière chez moi parce que j'habitais effectivement à Carouge, où on avait un square derrière chez nous, un parc. Bon, évidemment qu'après on rentrait de l'école, puis on était incapable de rentrer après l'école. Donc on allait taper, on se faisait des 4-4, des 5-5, des 6-6 en fonction des copains qui étaient là. Et on a joué vraiment comme tout le monde, quoi, dans le préau d'école. Quand on rentrait à la baraque, on jouait dans le parc derrière chez nous. On jouait toujours au foot, quoi. Puis c'est vraiment là que ça a commencé, tout bêtement, comme tout le monde. Comme les Brésiliens sur la plage à Copacabana. Nous, on n'avait pas de plage, donc on avait un parc, heureusement. Donc ça commence très jeune, vraisemblablement, un peu comme tout le monde, c'est vrai. Je voulais attaquer dans le vif du sujet et puis te demander directement quelle relation tu as avec tes parents et puis le rôle qu'ils ont joué dans ta carrière et dans ta relation avec le football aussi. Est-ce qu'ils ont toujours été là pour toi? Est-ce qu'ils t'ont soutenu dès le plus jeune âge à poursuivre cette voie, donc le football ou non? Et de nouveau, raconte-nous ta relation avec tes parents. Alors écoute, qu'est-ce qu'il faut dire? On a été assez souvent, moi j'ai perdu ma mère très tôt, j'ai perdu ma mère quand j'avais 13 ans, donc on a dû se démerder. Elle avait le cancer 5 ans avant de décéder, donc pendant les 5 ans, depuis l'âge de 8 ans, donc ça a commencé, nous n'étions pas du tout au courant, avec moi j'ai 2 frères, donc on n'était pas du tout au courant, personne ne parlait du cancer comme on parle du cancer aujourd'hui. C'était tabou et ça n'existait même pas, on n'avait pas les connaissances aujourd'hui, à cette époque-là, de ce que c'était un cancer du sein, ce qu'elle a eu comme cancer. Donc, nous, elle était malade, mais elle était malade, quoi. Bon, avec des traitements, elle a servi un petit peu de cobaye pour sauver des femmes d'aujourd'hui, parce que c'était le début de la recherche sur le cancer. Le cancer. Donc, j'ai envie de dire, on a dû se démerder très tôt avec mes frangins, on a dû se démerder très tôt et mon père qui bossait, qui était gendarme et qui était chef du poste de police à Carouge, donc on devait quand même faire gaffe à pas faire trop de conneries quand même quand on était tout seul, parce que autrement ça chauffait à la baraque quand il rentrait du boulot. Donc moi, j'ai eu un rapport extrêmement rapproché avec ma mère parce que sans savoir qu'elle était malade et qu'elle allait disparaître, instinctivement ou un petit peu naturellement, je sentais quelque chose d'anormal qui se passait autour d'elle. Et mes 2 frères qui étaient plus âgés, qui sont les 2 plus âgés, donc commençaient à rentrer eux dans l'adolescence où ils étaient en plein. Donc avait un petit peu moins d'attention pour elle que ce que moi j'en ai eu, parce que je l'ai vu faire les commissions, je la coiffais, je m'occupais un petit peu plus instinctivement d'elle comme ça, sans trop me rendre compte pourquoi, mais c'était vraiment totalement affectif et c'était comme ça. Donc j'ai envie de dire que mes parents, ma mère n'a pas eu la chance de m'aider à quoi que ce soit dans ma carrière, puisqu'elle elle a disparu trop tôt et avant. Mon père,
bossait et a fait tout ce qu'il a pu pour nous accompagner. Mais j'ai envie de dire, très tôt, on a dû se démerder, puis faire des choix, voilà, le foot, ça a été un truc. Comme je t'ai dit avant, on jouait tout le temps dans le parc derrière chez moi. Et puis, il y avait un recruteur, un Jacques Goul genevois qui était à Carouge, qui était vraiment l'équivalent de Jacques Goul, un recruteur, un gars qui allait voir dans les écoles, dans les préaux d'école, dans les parcs, les jeunes qui jouaient comme ça pour prendre les plus talentueux à Carouge chez les juniors. À l'époque, on commençait les juniors à 13 ans, on ne commençait pas les juniors à 6-7 ans comme maintenant. Et donc, moi, j'ai commencé le foot à 13 ans. Je faisais de la gym artistique avant. Mon père m'avait foutu à la gym euh, parce que je sais pas, c'était peut-être plus militaire que le football, donc il m'a foutu à la gym, donc je faisais de la gym et du foot. Et puis quand ce monsieur Campana qui était le recruteur de Toile Carouge, là, ce gars qui fouinait un petit peu les jeunes talents, m'a dit viens, on va t'entraîner une fois avec nous, machin. J'ai été une ou deux fois m'entraîner avec eux. Il a insisté pour que je vienne à Carouge, donc j'ai fait un moment du foot à Carouge et la gym à Carouge également en même temps. Et puis à un moment donné, j'ai dû arrêter un des deux. Et puis j'ai arrêté la gymnastique, puis j'ai continué le foot. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Et puis quant à ma carrière, au rapport que j'ai eu avec mon père par ma carrière, bien évidemment qu'il avait une grande fierté de ce qu'on faisait les trois, hein, que ce soit moi ou mes deux frères. Mais il y avait à cette époque une certaine pudeur, une certaine entre mecs comme ça, un petit peu tout le temps une espèce de barrière ou de distance qui était un tout petit peu difficile à casser. Donc, mon père était un gars qui, des fois, se cachait derrière un arbre pour venir me voir jouer au match, quoi. Par pudeur, par je sais pas quoi, voilà, c'était. Donc, Si je peux te demander, est-ce que c'est une différence, est-ce qu'en tout cas toi tu ressens et tu remarques avec tout le recul que tu as jusqu'à aujourd'hui, une différence dans l'éducation que tu as reçue toi il y a des années et puis par exemple notre génération? Est-ce que c'est aussi ça? l'éducation que que j'ai donnée à mes enfants, ou bien l'éducation. Que tu as reçu, tu vois, la relation que tu as avec ton père il y a des années, plusieurs décennies, et puis nous, avec la relation qu'on aurait entre guillemets avec notre père, est-ce que c'est un comportement qui s'explique par cette différence d'âge, si on veut, Ouais, bien évidemment que c'est une différence complète d'époque et une approche complètement différente. Moi, évidemment que j'ai eu un rapport avec mon fils et avec ma fille complètement différent de ce que j'ai eu moi dans ma famille. Donc, bien évidemment, je pense que l'éducation a évolué, mais d'un autre côté, en tant que parent, souvent, pas forcément dans mon cas, parce que j'ai eu une éducation un petit peu hybride, encore une fois, de par la disparition de ma mère. C'était spécial. Encore une fois, on a dû se débrouiller. Et on s'est débrouillé, puis on était liés, puis on était bon, voilà. Mais j'ai dû faire mon éducation un petit peu sur le tas, quand même, avec les copains, à travers le foot, à travers les déplacements, à travers des voyages, à travers. J'ai découvert au fur et à mesure, un petit peu comme ça, l'éducation de mon père. Mon père voulait qu'on réussisse. Tu sais, à cette époque, les parents, ils étaient contents quand tu faisais des études. Il fallait réussir, il fallait pas être un balayeur, fallait pas. Il y avait des clichés à la con qui faisaient que mon père était très strict et dur, mais il nous aimait, nous adorait, et toute cette dureté ou ce manque de comment l'appeler, de contact tout simplement ou d'échange. Euh, C'était beaucoup plus de la pudeur et puis de la peur qu'on n'arrive pas à réaliser une vie correcte, d'avoir un métier, d'être honnête, de ne pas se droguer, de ne pas être alcoolo ou je ne sais pas quoi. C'était plus de la peur de ça, de l'échec de ses fils qu'autre chose, quoi. Donc, moi, j'ai pas eu du tout ça parce que on a la chance d'avoir des enfants qui ont été aussi extraordinaires. Ma femme a été toujours aussi présente, alors que avec mon métier, c'est moi qui étais beaucoup absent. Voilà, il y a un autre échange, il y a une autre ouverture d'esprit. C'est par la force des choses des périodes complètement différentes.
Moi, j'ai envie de te demander, aujourd'hui, avec le recul que tu as, alors bon, de ce que tu as vécu avec ta maman et de l'éducation aussi de ton papa, qu'est-ce que tu, ouais, qu'est-ce que tu retiens le plus ou tu pourrais le remercier le plus de t'avoir inculqué et qui a fait aujourd'hui qui tu es? Ben, c'est tout simplement la. Tu sais, j'ai une philosophie de vie et mes frères sont exactement la même chose. Donc, ça vient de mon père que je dois remercier. Ma mère, je la remercie de m'avoir mis au monde parce que j'ai une belle vie. Je suis privilégié. Voilà, je n'ai pas le droit de me plaindre de quoi que ce soit. Donc, j'ai un manque terrible d'affection et un manque de ma mère qui sera jusqu'à ma mort, de toute façon, parce que j'aurais aimé vraiment vivre avec elle. Et donc ça me manque terriblement. Mais si je devais remercier mon père, c'est de principalement nous avoir entourés, en tous les cas, le mieux qu'il a pu. Et puis surtout, il y est peut-être pas pour grand-chose, mais parce que c'est dans ses gènes également et dans son métier, une honnêteté intellectuelle, d'une philosophie de vie, c'est-à-dire que moi, j'aime quand les gens sont heureux autour de moi. J'aime rire, j'aime la convivialité, j'aime la table, j'aime boire un coup, j'aime faire le con, j'aime rire, j'aime m'éclater et dans le respect et dans l'honnêteté vis-à-vis des autres et une certaine fidélité. Et ça, je le tiens de mon père et certainement de ma mère aussi parce que c'est dans mes gènes. Il m'a pas dit qu'il doit être honnête ou machin, etc. C'est une éducation. Il était dur, il était dur, comme il était dans sa profession, mais à la fin, c'est ce qui m'a donné cette droiture en sachant tout le temps que de marcher sur la gueule d'un autre ou d'être opportuniste ou de profiter de quoi que ce soit, c'est très très bien à court terme. Tu gagnes beaucoup de résultats à court terme, sur la longueur de ta vie, sur la longueur de tes objectifs, tu seras toujours perdant. Par contre, tu gagneras toujours sur la longueur en étant honnête, fidèle, en ayant tes propres convictions, en ayant ta propre philosophie de vie à avoir. Donc, ça, c'est au-delà du sport. Mais je vais pratiquer dans le sport absolument à 100%. Pour revenir sur ta carrière, et donc tu as employé le mot de valeur, il y a quelque chose qui m'a marqué en t'écoutant dans une vidéo que j'ai vue. Tu as décrit ton métier de la manière suivante. Tu as dit, il s'agit de transmettre une passion et des valeurs. Avec tout le recul que tu as, l'expérience aussi que tu as, comment est-ce qu'on fait pour transmettre son savoir, son vécu et son expérience aux gens, ou dans ce cas aux joueurs même, avec qui tu as travaillé ou aux gens. C'est le corollaire de ce que je viens de te dire, c'est que tu dois être d'abord toi-même, et puis pour être toi-même, tu dois avoir tes convictions. Tu ne peux pas transmettre quelque chose de vrai si tu joues un rôle. Moi, je ne serai jamais Ottmar Hitzfeld, je ne serai jamais Kebi Kuhn, je ne serai jamais Jürgen Klopp ou bien Fabio Grosso, je suis Michel Pons. Et la force d'un leader, parce qu'un entraîneur, c'est un leader, comme un chef d'entreprise, comme un directeur de banque, quand tu as deux personnes à diriger, tu es un leader et tu dois transmettre et diriger. Et donc, quand tu as la responsabilité de personnes, tu dois être toi-même avec tes convictions. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu dois savoir toi-même, au fond de toi-même, et ça, c'est de l'expérience. C'est vrai que c'est de l'expérience. Jeune entraîneur, j'ai dû chercher, j'ai dû fouiner, j'ai fait mes erreurs, j'ai découvert, voilà, pour avoir une certaine philosophie qui correspond à ma philosophie d'homme. Hein, jamais l'un ne va jamais sans l'autre. Et puis ensuite, c'est la manière de la communiquer, de communiquer ses convictions, de communiquer cette philosophie, de communiquer ce que tu as envie de voir dans ton équipe, comme tu as envie de voir dans une équipe qui est à la banque, quand une équipe dans un magasin, quand tu dois avoir une source de communication convaincante qui permet à ceux qui sont en face de toi et qui bossent avec toi d'aller chercher ces ressources maximales. Tu dois tirer le maximum des gens qui sont en face de toi.
Tu dois être authentique et tu dois savoir communiquer. Voilà, si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Encore une fois, tu risques d'avoir des résultats très vite, mais sur un court terme. Parce que quand tu ne communiques pas, sur un long terme, quand tu arrives des problèmes, quand tu arrives des défaites, quand tu arrives des résultats moins bons, tu as de fortes chances en ne communiquant pas d'aller dans le mur. Et c'est ce qui se passe très souvent. Donc aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui qu'à mon époque de joueur où l'entraîneur était Jésus-Christ superstar, quand l'entraîneur disait que c'était vert, c'était vert. Quand l'entraîneur disait qu'il fallait monter la montagne en courant, bah, tu montais la montagne en courant, tu ne posais pas trop de questions. Aujourd'hui, tu dois expliquer, tu dois convaincre, tu dois… les joueurs sont non seulement veulent, mais sont aussi intéressés à savoir pourquoi on fait ça. Et cette force de conviction de toi-même que tu dois réussir à transmettre à l'extérieur qui fera ta force. C'est vrai, quand en t'entendant parler, on ressent vraiment l'importance de l'humain. Et justement, comme on a déjà un petit peu parlé des valeurs. Sur ma personnalité, l'humain sera toujours en avance. Tu as le footballeur que tu peux casser en deux dans le vestiaire, que tu peux critiquer, que tu peux, parce qu'il n'a pas respecté une valeur de groupe, parce qu'il n'a pas respecté des objectifs de groupe bien définis, bien communiqués, etc. Et que à cause d'un mauvais état d'esprit ou à cause d'un égoïsme ou d'une faute personnelle, le footballeur, tu es en droit de casser le footballeur. Tu ne peux jamais casser l'homme parce que tu as des hommes. Donc il y a toujours, faut toujours faire la distinction. Tu peux pas toucher l'homme. Tu touches le footballeur par rapport à une exigence football, mais tu ne peux pas toucher l'humain. Ça, c'est impossible. Donc, si tu n'arrives pas à faire l'unanimité vis-à-vis des hommes qui sont en face de toi, c'est compliqué. Et puis, pour faire l'unanimité, tu dois donner des objectifs clairs. Si le jour où vous aurez des enfants, peut-être que vous en avez déjà, mais je ne pense pas, je ne sais pas. Des enfants, c'est comme quand tu as un enfant, tu lui dis de ne pas traverser la route, il traverse la route, tu lui fous une fessée. Quoi. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est comme ça. Le joueur qui ne respecte pas la vie du groupe ou le cadre du groupe, par rapport que ce soit des objectifs sportifs, des objectifs de comportement, des objectifs d'investissement personnel, etc., puis qu'il ne le respecte pas, tu as le droit de lui filer une fessée. Mais par contre, ce qui ne veut pas dire que tu n'apprécies pas l'homme qui est en dehors du vestiaire, qui représente une entité en lui-même que tu dois absolument respecter. Cette distinction, je crois qu'elle est très, très importante. Absolument. Effectivement. Puis bon, moi, je voulais juste, comme on a déjà parlé un petit peu de valeurs, si vraiment tu devais nous citer 3 valeurs, ce seraient lesquelles les plus chères, les plus importantes, selon toi? Honnêteté, sensibilité et amour. Tu dois aimer les gens qui sont en face de toi. Si tu les aimes pas ou que tu n'as pas une ouverture d'esprit et que tu n'écoutes pas tes écoutilles à comprendre un petit peu le fonctionnement de celui qui est en face de toi, c'est compliqué d'aimer quelqu'un. Comme dans un couple, c'est jamais tout haut, c'est jamais tout bas. Si tu n'arrives pas à comprendre et à avoir une certaine indulgence, une ouverture d'esprit, ouais. Si tu devais choisir une leçon, et la plus grande dans ta carrière ou dans ta vie, c'est laquelle? Que ta vie ou ta carrière t'as apprise par un échec ou par une réalisation ou par une rencontre, mais une leçon vraiment qui a changé ta vie. Bon, si je devais avoir quelque chose qui m'a changé ma vie, c'est la rencontre avec Kobe, avec Mikoun, c'est clair, parce que ça a été tellement une anecdote. Comme souvent dans ma vie, hein, j'ai jamais eu de plan de carrière, j'ai jamais forcé les destins, j'ai jamais dit je vais être entraîneur de la Nati, voilà, c'est mon objectif, dans 20 ans je veux être entraîneur de l'équipe nationale, machin. J'ai jamais fonctionné comme ça, j'ai toujours fonctionné au feeling, c'est aux rencontres, tout d'un coup c'est des rencontres, des feelings, des déclics, des défis. Toute ma carrière a été comme ça.
Moi, j'étais maître de sport à l'école. J'enseignais la gym à l'école au départ. J'ai enseigné pendant 11 ans la gym. En commençant à entraîner très tôt parce que je me suis blessé très tôt et j'ai arrêté à 24, 25 ans de jouer. Donc, ça a été des rencontres. J'ai entraîné mon premier club à Perly parce qu'il y avait un dingue de président qui venait toujours voir Carouge. Et puis quand on est monté en Liga en 76, 77, ensuite on est redescendu, j'ai été transféré à Chenois en Liga où je me suis blessé, puis que c'était une année de merde, puis j'ai arrêté après une année, puis ce gars-là, il me suivait tout le temps. Et c'était le président de Perly. Puis, quand j'ai arrêté de jouer, il m'a dit toi, au mois de juin, tu viens entraîner Perly. Je lui ai dit mais je ne vais pas venir entraîner Perly. J'ai 25 ans, je suis plus jeune que tous les joueurs. Qu'est-ce que tu veux que je vienne leur dire, etc., etc. De toute façon, je vais partir une année en voyage. J'ai pris une année sabbatique pour me changer la tête parce que ça me faisait tellement chier d'arrêter de jouer, quoi, que je fallait que je me remette un petit peu à l'endroit. Et je suis parti une année en voyage avec mes petites économies, mon sac à dos, et j'ai tenu aussi longtemps que je pouvais en Amérique du Sud. Et puis, ce con, il m'a attendu en rentrant, quoi. On avait un bar à Carouge qui s'appelle Bar du Nord où tous les footeux se rencontraient après les matchs, le week-end, des machins, etc. Puis voilà, après, en rentrant de mon voyage, j'ai été reboire une bière à Carouge, là, au Bar du Nord, et puis il était là. Non, tu viens à Perlib, c'est parti comme ça. Je lui dis, mais non, arrête, je peux pas. Et puis, il vient au moins au comité lundi, on bouffe ensemble avec le comité, machin, etc. Puis par politesse, j'y étais. Je suis parti à 5 heures du matin et puis j'avais signé un contrat, quoi. Et puis c'est parti comme ça, quoi. Je veux dire, truc de dingue. Puis Kirby, c'était une anecdote. Une anecdote où après Lugano, je suis rentré à Genève et puis j'ai pris la direction de l'association cantonale genevoise de football comme directeur technique. Et puis en même temps, j'étais entraîneur des moins de 18 ans de Suisse avec Mario Comisetti. Et puis on avait des éliminatoires d'un championnat d'Europe en Irlande, je crois, si je me souviens bien. Et puis Kubikoul entraînait les moins de 16 nationaux. Les moins de 18 ou les moins de 16, je me souviens. Non, les moins de 16. Nous, on entraînait les moins de 18. Et puis, il était venu avec nous en Irlande comme observateur de nos adversaires. Il allait voir nos adversaires dans les éliminatoires, et puis il nous faisait son rapport, on discutait, machin, etc., etc. Et puis un soir, évidemment, avec Kirby, on a foutu le camp, et puis on a été boire un peu des bières dans notre pub. Et puis en cours de soirée, je lui ai dit, Kirby, parce que bon, moi, c'était mon idole. Quand j'étais jeune, j'allais voir Servette Zurich au Charmilles. Je voyais ce petit bonhomme, capitaine de Zurich, numéro 10. C'était notre Platini, c'était notre Zidane. Il avait une aisance technique, une intelligence de jeu. J'adorais ce joueur. Et puis, dans le cours de la soirée, je lui dis, Kirby, de toute façon, un jour, tu vas reprendre l'équipe nationale, puis tu vas me prendre comme adjoint, tu verras. Je te dis, puis ce con, 5 ans après, je crois que c'était 5 ans après, 4-5 ans après, j'avais commencé consultant à la télé. Il y avait la finale de la Coupe Suisse à Bâle, Servette Yverdon, à l'époque encore, que j'avais été commenté avec Pierre Dupuis. Et puis, je tombe sur Kirby au Stade Saint-Jacques. Ciao, salut. Il me dit alors, je te téléphone demain. Je lui dis, ouais, pourquoi? Ouais, tu verras, je te téléphone demain. Et puis le jour de cette finale de Coupe Suisse, l'ASF a annoncé que Bikoun, entraîneur de l'équipe suisse. Moi, je ne me rappelais plus de cette anecdote. Du tout. Puis le lundi matin, le lendemain de cette finale de coupe, il m'appelle, il me dit, ouais, avec son accent suisse-allemand, ça allait, Michel, ouais, ça va, ouais. Je lui dis, génial, t'es super, bravo, hein. Félicitations. Il me dit, ouais, bien alors maintenant, tu viens ou quoi? Tu viens avec moi, hein, maintenant. Hein. Je dis, avec l'équipe nationale, tu m'as dit ça, en Irlande, là, au pub, là, tu m'as dit, un jour, je suis machin. Et c'est comme ça que ça. C'est sur une anecdote. Truc de dingue. C'était extraordinaire. Alors, si je dois retenir une grande leçon,
c'est une grande leçon d'humilité où les détails souvent font la grande différence. Et que ce soit dans une profession, que ce soit dans une relation, que ce soit dans n'importe quoi, on dit souvent que les détails, le diable se cache dans les détails, puis souvent c'est les détails qui font la différence. Et puis, voilà, il y a des trucs comme ça qui ne jamais rien négliger. Ne jamais rien négliger. Jamais penser que tout est anecdotique et tout est sans valeur. Il y a souvent des petits trucs qui ont beaucoup plus de valeur que ce qu'on pense. Très, très beau témoignage en tout cas. Ouais. C'est une anecdote remarquable. Et puis, maintenant qu'on parle un peu justement de Kobe-kun, et bon, vu comment vous êtes, comment ça s'est fait, peut-être il y a aussi une part de la réponse, mais qu'est-ce qui faisait vraiment que votre relation, enfin ta relation avec Kobe-kun était si particulière, si forte? Écoute, il y a eu une osmose tout de suite. Je dois dire aussi que je l'avais côtoyé avant quand j'étais à Lugano. Hans Rudi Hasler, directeur technique de l'Association suisse de football, avait mis en place ce tout nouveau concept de formation de l'ASF. C'est là que tout a commencé, où les résultats et les jeunes ont commencé à sortir, où les équipes nationales ont commencé à faire des résultats. Kobe-kun en faisait partie comme entraîneur des moins de 16 ans. Et chaque entraîneur national qui avait une sélection à l'époque était responsable d'une région. L'entraîneur des moins de 18 ans avait la région suisse romande, un autre avait la région suisse centrale, et puis Kobe, en tant que zurichois, il avait la région Zurich et Tessin. Et donc, il descendait très souvent à Lugano pour voir les moins de 18 ans, voir les moins de 16 ans, regarder les jeunes, y compris nos matchs aussi. Et puis, régulièrement, on se côtoyait, on allait bouffer un risotto, on allait boire 2-3 bières, et puis on avait commencé déjà là à se côtoyer comme ça, et surtout à s'apprécier. Pour moi, c'était un grand honneur d'aller bouffer avec Kobe, qui était un joueur qui m'avait impressionné comme gamin au Charmy. Donc, déjà là, on avait vraiment on avait tout de suite sur la même longueur d'onde, purement au niveau humain. On était sur la même longueur d'onde, on se comprenait tout de suite, on avait les mêmes idées sur le football. Voilà. Quand on a démarré avec l'équipe suisse, c'était une évidence. C'était une évidence. Et ce qui était exceptionnel, et ce qui a fait que l'équipe suisse s'est complètement identifiée à nous, que les fans, que les supporters se sont complètement identifiés à nous, c'est d'abord qu'on était deux Suisses, que lui est un emblématique en Suisse allemande, et puis lui, il voulait absolument prendre un roman parce qu'il voulait qu'il ait son pendant en Suisse allemande, en Suisse romande. Donc il a une confiance aveugle en moi, et réciproquement. Donc on avait vraiment une confiance aveugle. Et tous les interviews, en Suisse romande et tout machin, mais j'avais même pas besoin de lui demander si je pouvais le faire ou pas le faire, ce que je devais dire, ce que je disais, machin, il n'en avait rien à foutre, et c'était confiance absolue sur tout. Et ça, je pense que d'abord les joueurs, on a exigé des joueurs, ça a été notre seule et notre première exigence, ça a été de faire comprendre l'importance de l'équipe nationale aux joueurs. On voulait des joueurs investis, on voulait des joueurs qui portaient un maillot avec une croix et qui ne refusaient pas un autographe. Quand selfie à l'époque, en 2001, les Mattel, c'était pas comme maintenant, mais ne refusaient pas un autographe, ne refusaient pas une photo, n'a pas les photos, ne refusaient pas. Bref, on était à disposition et on voulait que nos joueurs représentent quelque chose. Et on a mis une année à le faire, parce que quand on a pris l'équipe en 2001, c'était la fin de la qualification Euro 2002, Ukraine-Pologne, où on était déjà éliminé quand on a pris l'équipe, et c'était un bordel dans l'équipe, et les Suisses allemands d'un côté, les Suisses romands de l'autre, Turquilmas à droite, le Blick qui foutait le bordel, les clans, les petits groupes, les machins. On a mis 4-5 mois pas à découvrir, parce que moi, quand je commentais les matchs de l'équipe nationale, donc je voyais bien que c'était le bordel et que comment ça se passait à l'interne. Et puis, on a fait exploser tout ça. On a mis en 4-5 mois
la fin de la qualification de l'Euro, on a laissé ce groupe, on a fini avec ce groupe. Mois de janvier 2002, on a fait exploser ça et on a pris les gamins. Et on a fait tout un nouveau groupe qui a été le groupe Alex Frey, Magnin, Cabanas, toute cette équipe-là des moins de 21 de Chalandre qu'on a fait monter, qu'on a motivé, qu'on a sensibilisé, qu'on a voilà. Puis on a fait le Portugal 2004, cette fantastique Coupe du Monde 2006 qui reste un truc de malade en termes justement d'identification, en termes de ma plus grande fierté encore aujourd'hui, des gens viennent vers moi pour me dire merci en 2006, merci en 2006, parce que tout le monde a ces matchs de la Turquie encore en tête. C'est cette Coupe du Monde contre le Togo, ces matchs contre la Corée, contre le Togo. Bon, voilà, c'était. Et ça a été, c'est ce qui a fait que, avec Kubi, au sein de l'équipe, lui avait un feeling exceptionnel avec les joueurs. Il leur laissait une totale liberté. Et on a responsabilisé les joueurs d'une telle manière que l'équipe leur appartenait. Elle leur appartenait. Nous, on mettait des hommes ensemble. On responsabilisait des hommes ensemble pour se rendre compte de l'importance qu'ils avaient par rapport non seulement à la planète foot suisse, mais à la planète fan suisse, supporters, identification, que représente un maillot, que représente une croix suisse, que représente Et je crois qu'on y a réussi, quoi. On a vraiment réussi au-delà. Et Kirby, c'était exceptionnel. Kirby, le jour du match, on mangeait avec l'équipe. L'équipe partait faire la sieste. On foutait le camp à la salle de théorie. Il se mettait sur les sièges à la place des joueurs. Puis il me dit bon, maintenant, fais-moi la théorie. Dis-moi ce que je dois dire ce soir. Et puis je lui faisais la théorie, le tableau noir. Je faisais le matin, puis après. Puis voilà, puis on démarre, ah ouais, ça c'est bien, ouais, puis il notait 2-3 notes comme ça, puis hop, puis le soir il y allait, puis de temps en temps je disais un mot, puis tout le monde. Il n'y avait pas de. Il y avait une hiérarchie, parce que c'est toujours lui qui décidait, c'est tout le temps lui qui décidait en dernier recours. Il avait ses idées, il avait des tripes, il avait des couilles, il était vraiment sous son air bonhomme, et où il permettait énormément de choses. Par contre, quand il avait une idée dans la tronche, et puis un truc c'était dur à le faire changer d'avis. C'était une sale tronche. Avec un truc paternaliste, c'était le papa de tous les joueurs, c'était extraordinaire. Magnin, un coup, il est venu après un match, on avait gagné, il y a les gars, il vient à la table, on mangeait, il y a Kirby, les gars, ils me demandent un peu de venir, parce que personne n'ose venir demander, mais on aimerait sortir, aller boire une bière, à Zurich, là, on était à Foy-Sisberg, toujours à la chaîne de terrain. Non! Il a fait non, exclu, impossible, tant que je vois rien. Et puis voilà, démerdez-vous, allez-y, démerdez-vous, mais je veux rien voir, il ne faut pas que je sache quelque chose. C'était exceptionnel, c'était une période exceptionnelle. Ouais, on le ressent à travers. Ouais. On ressent la passion, et puis que c'était exceptionnel. Ouais. Et si tu parles avec tous les joueurs de cette période-là, c'est des souvenirs de dingue. En tout cas, à t'entendre, j'ai l'impression d'entrer dans une nouvelle dimension de ce que c'est être un entraîneur et savoir encadrer des joueurs. Franchement, on dirait que je suis sur une autre planète là. T'entends vraiment, c'est une autre... Tu sais, tu parlais d'expérience, mon expérience, etc., etc. C'est évident que ce que je te dis aujourd'hui, je ne l'ai pas forcément dit, ni voire fait il y a 35 ans, quoi. Il y a 40 ans, j'ai commencé à entraîner en 81, tu vois, donc 81, 40 ans. Donc, il y a 40 ans, de nouveau, tu fais tes expériences, des bonnes, des mauvaises, et puis voilà. Donc, aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, tu sais exactement qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ferais. À Lugano, ça a été une expérience douloureuse, je me suis fait virer. Donc, j'ai fait des trucs faux, tu te remets en question, tu dois fouiner, tu dois chercher. Mais c'est valable pour la vie de tous les jours. Vous verrez que tu prends des baffes, tu prends des coups dans la gueule, mais tu te relèves, tu y vas. C'est normal, c'est la normalité. Il faut être plus solide. Il faut être plus solide et prendre le mauvais pour arriver au bien. Quoi. Je veux dire,
Tu dois t'imprégner aussi des erreurs et des couacs et des coups durs, de tout ce que tu veux, sans être démonté et démoli, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi d'en parler et d'être convaincu de ce que je ferais aujourd'hui qu'il y a 40 ans, par la force des choses, quoi. Si tu pouvais citer un élément de chez Cubby, qu'est-ce qui t'a tant inspiré chez lui? Et ouais, donc tu pourrais le remettre. Son naturel, son naturel. Il n'a jamais joué un quelconque jeu. Tu vois, j'ai eu 8 ans, 7 ans Kirby, 6 ans Otmar. En 13 ans, ni l'un ni l'autre a élevé la voix une fois. Élevé la voix. Hein. Je ne suis pas du tout comme ça. Moi, comme entraîneur, si je pète un plomb, je pète un plomb. Je balance les bouteilles dans le vestiaire, je machin, etc. Parce que je suis ni Kirby, je suis ni Otmar Hitzfeld. Mais j'ai beaucoup appris de leur personnalité. Et j'ai envie de dire que Kirby, c'est justement un instinctif. Si je dois retenir quelque chose de lui, tu vois, c'est un gars qui est pas du tout ordré, qui était pas ordré, qui est un instinctif pur et dur. Il faisait des trucs au nez, il avait du feeling sur ses joueurs, sur sa composition d'équipe, sur ses changements, sur ses trucs, etc., à l'instinct, au naturel. Il n'a jamais joué un jeu, il n'a jamais voulu ressembler à qui que ce soit. Hitzfeld, exactement la même chose, avec deux personnalités complètement différentes. Complètement différentes. Hitzfeld, il voulait maîtriser le moindre détail pour prendre ses décisions. Il analysait tout, il était toujours en éveil, toujours en train de regarder, anticiper une réponse qu'il devrait faire à un joueur qui venait tout d'un coup lui poser une question, pas être surpris, savoir quoi répondre, pour garder son influence, pour garder cette aura et cette puissance qu'il pouvait avoir dans le discours avec son équipe. Tu vois, les journalistes, la même chose, toujours en train d'écouter, de regarder le journaliste qui vient lui poser une question, exactement savoir qu'est-ce qu'il allait répondre. C'est ce qui faisait un petit peu ce faciès froid ou un petit peu impénétrable chez Otmar Hitzfeld, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était deux êtres absolument d'une sensibilité extraordinaire, mais avec une personnalité complètement diamétralement opposée. À l'arrivée, avec deux personnes à l'écoute, paternalistes aussi, Otmar aime ses joueurs, Kirby aime ses joueurs, c'est des papas gâteaux, des papas gâteaux. Par contre, il décide, mais il décide toujours avec une espèce de philosophie de vie, un calme que j'aurais pas pu avoir. Je suis pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on était bons, les deux associations, parce que j'étais complémentaire des deux, même si eux avaient des personnalités eux-mêmes complètement opposées, différentes, mais dans l'absolu, j'étais totalement complémentaire d'eux. Otmar, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a perdu contre le Luxembourg à Zurich, fameux match, premier match de qualification de l'ère Otmar Hitzfeld. On joue à Zurich à la mi-temps, il y a je crois qu'il y a à la mi-temps, mais un match de merde. À l'échauffement, déjà, je suis rentré au vestiaire, j'ai dit Otmar, tu dois les secouer un petit peu, ils roupillent, ils ont la tronche comme ça, ils ont un cigare, pas possible. On va se faire chier ce match. J'espère qu'on gagne 1-0, ça suffira. Il n'y a que les 3 points qui comptent, parce que quand ils sont comme ça, non, it's okay, sinon, escape, bon machin. Évidemment, première mi-temps de merde, on fait un à la mi-temps. On était au Letzigrund. Letzigrund, il y a des escaliers qui montent comme ça. C'est très long. Et puis, je vais vers lui, je dis, Dieu, faut que tu les secoues, là. On va aller dans le mur. Quand ils sont comme ça, on n'est pas assez fort pour ne pas être à 100%. On n'est pas assez fort. On doit être à 120% pour, avec le couteau sous la gorge. Puis là, on est fort parce qu'on est capable de battre n'importe qui à ce moment-là. Si on est un peu plan-plan, on n'est ni l'équipe de France, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni l'Espagne, qui peut en avoir sous le pied puis battre des adversaires à leur portée. Nous, même contre le Luxembourg, on doit être 100%, autrement tu te fais chier, tu ne gagnes pas. Et puis à la mi-temps, je me suis dit, bon, Dieu, il va leur mettre une branlée. C'était en plus, c'était ce premier match qualificatif. 3-4 minutes repos, récupérer, machin, etc., etc. Et il commence, il dit,
Gut, ja, es geht. Warten, gehen weiter, so, on continue comme ça, c'est bien, ça va venir. Tout calme. Puis il redonne des consignes. Alors, parce qu'il commence toujours par du positif, Otmar. Il commençait toujours par du positif pour ensuite dire des choses, mais toujours sur un ton cordial, motivant, mais jamais de haussement de voix ou d'éclat, non, toujours dans une espèce de conviction. Il travaillait plus sur le ton qu'il donnait à ses paroles quand il parlait en bien, quand il parlait en moins bien. C'était vraiment le ton qui faisait la musique. Mais là, il était vraiment. Moi, j'avais les boules, j'avais envie de prendre les bouteilles, de péter le vestiaire, de les réveiller, de leur foutre du coup de pompe dans le cul, de machin, etc. Je suis parti du vestiaire, je suis sorti, je dis, il ne faut pas que les joueurs voient que moi, je suis un petit peu, parce que c'est pas mon rôle. Je suis parti, j'étais à la salle de soins, machin, etc. Et puis on a fait un match de merde, puis on a perdu 2-1. Et tout ça pour dire que on a mangé ensemble après, parce qu'on mange tout le temps ensemble après avec l'équipe. On mange, puis après, hop, ils foutent le camp, tous dans leur club et les machins, puis tu les vois plus. Il a repris la parole là en disant, c'est le football, ça arrive, il faut juste que tout le monde réfléchisse un petit peu à sa performance, on se revoit dans un mois, etc. Putain. Par contre, après, sans rien dire, le rassemblement d'après, on jouait en Grèce, deuxième match. Grèce qui était championne d'Europe, hein, qui avait été championne d'Europe, qui était encore une bonne équipe de Grèce. Putain, il ne les a pas lâchés une minute de tout le rassemblement. On s'entraînait 3 fois par jour. C'était réveil musculaire, footing le matin, manger à midi, sieste, entraînement 4h30 ou 5h, manger, stretching, 9h30 le soir. Il n'a pas lâché une seconde, sans rien dire. Hein. Puis il n'a pas, ça a fait chier tout le monde. Les mecs, ils avaient les boules, ils te cassent les couilles. Il y a moi qui me disait à moi, parce qu'à moi, il pouvait tout me dire. Puis, il nous casse les couilles. Dieu, qu'est-ce qu'on s'entraîne encore à 9h30, qui nous laisse tranquille, fait chier, machin. Ça me faisait rire. Puis je disais rien, au contraire. J'appuyais encore où ça faisait mal. Et il ne pouvait rien dire, parce qu'il savait qu'il avait fait une faute professionnelle contre le Luxembourg. Donc, il me gueulait dessus, parce que c'était normal, il fallait bien qu'il gueule sur quelqu'un. C'était aussi mon rôle, de faire le tampon. Et on était en Grèce, on a fait un match, on a gagné 2-1. On a fait un match, je pense, un des matchs les plus aboutis des 13 ans, en termes d'état d'esprit, technico-tactique, investissement personnel, dureté. Aucune chance, la Grèce. Aucune chance. On a gagné que 2-1, mais on aurait pu gagner 3-4-1. On avait fait un super match. Ping, 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 remis les pendules en l'air, mais à l'heure, mais sans avoir l'air d'y toucher. Ça m'a impressionné, parce qu'on débutait. Hein. On ne se connaissait pas forcément dans le fonctionnement aussi bien qu'au Brésil, qu'à la Coupe du Monde au Brésil, quand on avait déjà fait 5 ans ensemble. Donc, ça, c'était une grande leçon. Si on revient sur la leçon, prendre un peu de recul, avoir tes convictions, avoir ton mode de faire, être convaincu de tes prises de décision, magnifique. Magnifique. Puis moi, j'ai envie de demander, bon, là, on a parlé de Kobe Quinn et Otmar Hitzfeld, mais pendant toute cette période, est-ce qu'il y a vraiment un joueur qui t'a marqué, ouais, bon, bien sûr en tant que footballeur et en tant qu'homme, vraiment un qui est sorti ou bien c'est Ouais, il y en a beaucoup, ils m'ont tous marqué, parce que nous, on a eu une grande, vraiment, on a eu une grande, on était tellement contents d'être là, hein, avec Kubi, on était tellement contents d'être là avec Otmar. Otmar, il a pris son pied avec l'équipe suisse. Kubi, j'en parle même pas, mais on aimait tous nos joueurs, quoi. On aimait tous nos joueurs. Blaise Nkoufo, il nous a fait des matchs formidables parce qu'il se sentait bien. On a aimé nos joueurs. On a aimé nos joueurs. Et c'était très important tu vois, autant que Cotmar savait très très bien, parce que ça a été aussi des grands joueurs, que ce qui fait la force d'un entraîneur, c'est les joueurs. C'est pas l'entraîneur qui fait la force, parce que l'entraîneur il n'est pas sur le terrain. Si tu n'aimes pas tes joueurs, que tu les fous pas sur un piédestal, que tu les défends, que tu es avec eux, tant qu'ils respectent ce qu'ils doivent respecter par rapport à ta philosophie,
Il y a zéro problème. Il y a zéro problème. Alors, il y en a un qui m'a toujours particulièrement impressionné, que comme homme, autant comme homme que comme footballeur, c'est Patrick Muller. Parce que Patrick Muller, si tu ne le connais pas, tu ne le sélectionnes jamais. Parce qu'il a tous les défauts de la terre. Il a pas de muscle, il ne peut pas se blesser parce qu'il est épais comme un haricot. Et puis, il n'a pas de muscle. On partait à Macolin avant l'Euro ou avant la Coupe du Monde, tous les tests physiques, batterie de tests physiques, des machins. Il était à la rue, partout, mais à la rue, tout le temps au dernier, tout le temps en dessous du niveau de la mer, machin, etc. Et tout d'un coup, tu lançais le ballon au milieu et il était le meilleur. Juste à l'intelligence de jeu, au feeling, à l'anticipation, il faisait tout le temps tout juste. Et puis, il était épais comme ça, mais il s'est tapé tous les plus grands attaquants d'Europe, parce qu'il a été 3 fois en Champions League avec Lyon, 4 fois champion de France, capitaine de Lyon, l'Olympique Lyonnais en Champions League, le grand Olympique Lyonnais, avec des stars, tous internationaux français ou étrangers, ou trucs comme ça. Et ce mec-là, sans avoir l'air d'y penser, il arrivait avec sa 2 chevaux ou sa Renault, là, son machin, il n'avait pas d'histoire de Range Rover ou de grosse bagnole, rien à foutre, toujours les mêmes habits. Défier un mec exceptionnel, dans tous les sens du terme. Si je dois en sortir un. De par ses qualités de footballeur et de par sa philosophie de vie aussi, où il n'y a pas d'esbrouf, c'est du somme, mais avec une mentalité sous son air gentil, machin, putain, c'était un sacré gagneur. Alors aujourd'hui, si tu devais nous donner le pire moment et le plus beau moment de ta carrière, ce serait lesquels? On va commencer par le pire. Le pire, c'est ma blessure. Je me rappelle comme si c'était hier. On jouait un vendredi soir contre Lucerne à Carouge. Et puis je me suis planté le pied en taclant, planté le pied dans la terre. Je me suis déchiqueté la cheville. C'était une blessure qui était très grave parce que j'ai jamais vu une cheville de toute ma carrière. J'ai jamais vu une cheville d'un de mes joueurs ou d'un joueur aussi enflée comme ça. J'ai dû rester 1 semaine là, à l'hôpital, la jambe en l'air, pour que ma cheville dégonfle avant qu'ils puissent m'opérer. Les soins n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, donc si l'opération était une très bonne opération, il y avait zéro problème. Par contre, en termes de rééducation, les soins n'étaient pas ce qu'ils étaient maintenant. Si j'avais eu une opération aujourd'hui de ce style-là, je pense qu'après 4-5 mois, je me serais remis relativement facilement. Mais là, après 1 année après, j'avais toujours des séquelles, je ne retrouvais pas mon niveau, je ne retrouvais pas la souplesse de la cheville. Enfin, bref, voilà, ça c'est le pire moment parce que c'est cette blessure-là qui m'a fait arrêter ma carrière de joueur, alors que j'étais vraiment sur une très bonne pente ascendante. On montait en Liga, etc., etc. Bon, voilà. Et puis le meilleur moment, j'en ai encore une fois vraiment beaucoup. Parce que cette montée-là, malgré le fait que j'ai raté les 4 derniers matchs à cause de cette blessure, on avait une équipe de copains, on a joué à 14 toute la saison, une équipe de copains, on allait bouffer avant les matchs, on allait bouffer après les matchs, on avait vraiment un truc incroyable qui se passait entre nous. Bon. Donc ça, c'est un des grands moments de ma carrière en termes de résultats, mais aussi surtout en termes d'expérience humaine. De nouveau, on y revient tout le temps. Je vais en retenir un quand même, c'est quand même ce match contre le Togo en Allemagne à la Coupe du Monde. Le stade de Dortmund rouge, c'était jamais arrivé avec l'équipe suisse, quoi, je veux dire, à l'extérieur, d'avoir 50 000 Suisses qui s'étaient déplacés pour nous voir. Il y avait 100 000 autres Suisses à fan zone de Dortmund à l'extérieur. Les Toubib qui avaient été faire une promenade l'après-midi pendant la sieste des joueurs étaient revenus. J'ai dit, mais il se passe quoi? On dirait qu'on est à Zurich, c'est la folie ce qui se passe dans les rues, c'est rouge, tout le monde avec la croix, les maillots, les t-shirts. Fogel aussi, la même chose. Il sort, quand on arrive au stade, il sort au stade sur le terrain pour aller voir les crampons, les machins que lui faut tout le monde. Il y avait déjà 20 000 Suisses dans les gradins
il rentre au vestiaire et il me dit, mais on a changé de pays ou bien comment ça se fait qu'il y a autant de supporters qui sont déjà là? J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Il y a un truc de dingue, et puis tu gagnes, et puis tu te qualifies, et puis c'est à côté de chez toi, tu sentais tellement ce plaisir et cette identification de toute la Suisse, vraiment de toute la Suisse derrière cette équipe de gars qui était extraordinaire, quoi. On avait une ambiance, on avait réussi à créer on était exceptionnel en termes d'état d'esprit, exceptionnel. Avec des mecs, des purs et durs, vraiment des footeux, des gars qui aimaient le foot, qui aimaient la camaraderie, qui aimaient échanger, qui aimaient faire les coups ensemble. Puis quand il fallait être sérieux, c'était l'hyper sérieux. Quand tu bossais. C'était exceptionnel. J'ai retrouvé dans cette atmosphère-là, au plus haut niveau, ce que j'avais vécu comme joueur avec ma bande de potes en montant en Liga en 76. C'était très étonnant comme sentiment. Et bon, on y était pour quelque chose parce que Kirby était comme ça, j'étais comme ça, on mettait le feu dans cette équipe et c'était exceptionnel, quoi. En tout cas, c'est une discussion qui me donne vraiment le sourire, hein. Ah, tant mieux, c'est le moment parce qu'on se fait chier, hein. On n'a pas beaucoup de moments de se donner le sourire, hein, et d'échanger. Et ça fait bien. Bon, Guillaume, je pense qu'on est tout bon pour aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. Donc, je m'adresse juste à tous ceux qui nous écoutent. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à donner vos feedbacks. On a besoin aussi de votre soutien. On a envie de grandir et c'est pour ça que voilà, plus votre soutien sera grand et plus on le sera aussi. Et j'espère que cette discussion vous a plu. En tout cas, moi, personnellement, c'était vraiment une discussion que je qualifierais de, je sais pas, remarquable, inspirante, enrichissante. Et c'est pour ça qu'une nouvelle fois, Michel, je te remercie vraiment du fond du cœur pour le temps que tu as pris pour nous. Et merci de t'être ouvert, de t'être livré, de nous avoir partagé ton histoire. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, j'espère à bientôt. À vous aussi, hein, c'est un plaisir tout le temps, hein. Continuez, allez-y, créez, investissez-vous à fond, allez-y. Ciao, bye bye tout le monde. Ciao.